Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon moment lors de la première et deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Manu Kay et sans plus attendre, nous allons écouter un morceau de l'album Manuscrit de Manu Kay. C'est la même. Manu Kay, Jackie, c'est la même. On peut pas tous finir riches, j'aimerais que t'en sois conscient avant tout. Je sais de quoi je te parle parce que je suis né avant toi. On a frotté le ciment sur le chemin de l'école. Papa est ouvrier, maman garde les mômes comme des heures de colle. Le loyer monte comme la fièvre donne un mal de crâne. On peut pas guérir ce mal de vivre sans Doliprane. Des brouillards motivent la famille parce que c'est toi l'aîné. Malgré les galères, pas question d'abandonner. Le petit frère court plus les filles au soleil, maintenant il marche à l'ombre. La justice l'a coincé entre Paris et Londres. Combien de jeunes ont abandonné les études sans diplôme? Les dépenses sont lourdes et on voit rouge dans cette zone. Si j'étais ton père, je serais le premier à te faire la morale. Parce que les coups ça fait mal et au final ça devient trop banal. Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdus, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Je peux plus aimer comme avant donc je préfère être amant. J'écris avec un grand A mais l'humour passe avant. Passager clandestin au teint basané. Des distex à ceux qui vivent en foyer depuis des années. Nombreux comme la bande à Kader, chez nous y a pas de fils unique. Par ses propres moyens il faut sauver le Titanic. La MIFA nombreuse au foyer, mais qui paye le loyer, qui apporte le prix à payer. Non pas question de se noyer. Dans les blocs, certains débloquent, sortent le Glock et tirent à vue sur la stupe. La violence propague sans avoir fait maths sup. Puis les frères tombent comme la pluie tombe sur le sol. Trop loin sont les visages souriants de l'enfant à l'école. Yeah, hey c'est Manu Kay, c'est Jackie. Hey mafia qu'un free, nec marron, t'entends pas ou quoi? Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdus, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Je veux pas tomber dans l'illicite pour me faire sauter en bas de chez moi. Qu'est-ce que je veux dire à ma mère si elle me voit avec ce truc chelou? J'ai plus de 10 kilos en ma possession. Je dis adieu à ma famille, mes potes, le rap, ma passion. Parfois la nuit, seul dans mon lit, quand vient l'ennui, je gamberge. Si j'avais suivi le conseil des un gros bar. Quoi te dire de plus à part que je veux casser la baraque sans tank. J'ai longtemps espéré leur alors je refuserai le toc. Mais c'est l'envie qui me fait avancer. La jalousie m'a relancé, la trahison a jamais distancé. Je viens juste m'expliquer, crier au monde entier de quoi je me suis impliqué. Enfance en France, souffrance atroce. Faut prendre conscience de la chance qu'on a d'être encore en vie. Je souhaite longue vie aux parents qui mettent leur môme avec rage et envie. Avec rage et envie. Génération perdue, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdus, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdus, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Perdus, avec cette foutue peur du lendemain. Peur d'un futur et d'un avenir incertain. Classé d'office, jeunesse sacrifiée. Beaucoup trop de souffrance dans nos foyers. Le H, on l'aime. Le H, on l'aime. Ouais. Je suis de retour dans ce monde. On est toujours avec Aymen, t'es toujours là? Toujours. Thierry, il est là. Et bien Toujours sûr, notre invité spécial, Manu Kay. Yes. Alors Thierry, je te laisse continuer. Donc là on vient d'écouter un morceau de ton album Manuscrit, Ouais. donc deuxième album solo, celui-ci plus de moyens aussi, hein, t'es chez Sony. Ouais. Je crois que ça a très bien marché là, à partir de ce moment-là, puis ça part sur tous les autres commencent à signer leur album un par un là, de la Mafia. Ouais. Il y a Carlito, Mhm. alors son premier album c'est Contenu sous Sous pression. ouais. Ouais. Et là avec la particularité d'un travail
vraiment plus affirmé électro de DJ Mehdi. Peaufiné par DJ Mehdi qui était dans la tendance vraiment électronique. Et c'était un suivi du 113, un peu dans la même gamme. Et qui a voulu donner à Carlito une couleur par rapport à ses textes qui étaient déjà, sa poésie qui était déjà exceptionnelle. Et qui s'entremêle dans sa façon de jouer les samples, et c'était un album très cohérent à ce que faisaient Carlito et Mehdi. Et 2001, alors c'est aussi l'énorme album de Ruff, la vie avant la mort. Alors là c'est signature chez Hostile Amy. Bien sûr. Ouais. Et le morceau forcément qui est l'exemple. Qui est l'exemple, ouais, avec Kenya. Et alors là, ton rôle, cela concerne bien ton rôle sur la réalisation des albums. Il y a un témoignage de Choukri, donc Choukri qui était le manager de Ruff, qui parle de toi justement et de ton rôle sur cet album. Ouais. Je cite: Manu nous a sauvés sur La vie avant la mort. Je ne sais pas comment je m'en serais sorti avec 40 titres de Ruff. Les artistes ont confiance en lui. Il arrive à critiquer leur travail sans perdre leur estime. Il arrive à travailler avec Kerry ou Ruff qui ont des tempéraments complètement différents. Il trouve le mot qui permettra d'orienter l'artiste. Il est toujours positif. C'est marrant, ses albums sont sombres alors que lui est la joie et la gaieté incarnée. Un jour, on voulait qu'il valide un mix et il est arrivé avec 2 heures de retard. Ruff n'en pouvait plus. Manu a débarqué comme ça. Coucou, j'ai ramené des bonbons. C'était tellement inattendu que ça a calmé tout le monde. L'avoir avec soi est une valeur ajoutée. C'est un conciliateur, un facilitateur. Il va essayer d'arranger les choses sans baisser son froc. Manu réussit parce qu'il donne l'impression qu'il propose alors qu'il impose. Il donne la sensation à la personne que l'idée vient d'elle alors que ça vient de lui. Alors Manu Kay, l'amateur de la maïeutique. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le travail. C'est l'expérience avec le travail. Hein, tu vois, moi je commence ce petit travail de réalisation, tout naturellement en trouvant des concepts par rapport aux morceaux, en trouvant la façon de coder avec la musique. Et puis on avance dans le temps, plus on voit qu'il y a des maisons de disques qui s'approchent, on travaille avec du gros matériel et puis je trouve des idées. Et puis à chaque fois qu'on voit en studio, j'écoute les musiques à fond et je me dis cet album il doit être de plus en plus fort. Voilà. Et puis Ruff, il sortait déjà d'un succès qui était assez bien avec son album. Il en avait vendu 20 000. Et là, il était chez Hostile. Il avait une attente qui était considérable. On savait qu'il savait faire des freestyles. On savait qu'il était bon. On savait Mais au-delà de ça, je lui ai dit, il faut que tu trouves une façon d'amener un autre public tout en étant toi-même. Il faut que tu t'éclates sur cet album. Et il y a eu qui l'exemple, il y a eu 591, il y a eu des morceaux comme ça c'est l'album où il a plus vendu de disques quoi. Il a vendu 400 000 disques sur celui-là. C'est un petit peu là-dessus qu'on fait à l'époque on fait un petit peu la différence entre le rap de quartier et le commercial. Ouais. On sait que Ruff il a fait des sons vraiment 100% tu vois Kaira disons. Ouais, voilà, on va le dire comme ça, tu vois. Ouais. Et après de l'autre côté du commercial justement comme tu disais pour essayer peut-être d'attirer un autre public, justement d'autres personnes. Ça a été un petit peu la chose. Ouais, c'était, il y avait beaucoup de réflexion face à ça, parce que Ruff il voulait garder son identité, il voulait garder cet esprit de rue, cette façon de poser. Et puis je lui ai dit non, cette musique elle parle à tout le monde. Tu vas pouvoir la jouer en boîte, elle va être écoutée par les parents, par les petits et tout. Et ça l'a plu dans la démarche, ça le plaisait. Et puis surtout, je lui ai dit il faut que tu continues à rapper comme tu rappes, tout naturellement, et on va s'éclater quoi. Et c'est 591, ça vient d'une idée d'un gars de son quartier qui disait 5 jours de plaisir, 9 mois d'attente et une bouche à nourrir. Ouais. Et il a dit et là il a dit ouais, je vais faire un morceau qui s'appelle 591. Et il y avait Assia à cette époque-là qui était un sommité du chant, et puis il a fait appel à Assia et puis le morceau a éclaté. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'on écoutait un petit peu des sons, découvrait tu vois des nouveaux beats. Exactement. Voilà. Surtout qu'il y a le succès du 113 c'est ça. Un an avant avec Jackpot, tout ça. Voilà, et puis là il y a Ruff qui revient avec encore du dansant. Mais là le quartier était fier de s'éclater sur des sons qui étaient un peu plus ouverts, mais qui leur parlaient parce que c'était 94, c'était Ruff, voilà quoi. Sujet sûr.
suis de retour dans ce monde. Vas-y Thierry. Et donc 2001, ça marque aussi le grand retour de Kerry, avec un album important, si c'était à refaire, alors qui est plus calme, là, c'est un nouveau Kerry James, hein, on sent bien l'empreinte de spiritualité, bien sûr, il y a eu cette coupure, et quand même il invite la famille, quoi. Et c'est le morceau Ce qui nous perd. Ce qui nous perd, la famille africaine. Son retour était très émouvant parce que pendant 2 ans il est resté, comme tu disais, dans une spiritualité. Il s'est retranché vers lui-même, il a appris à grandir, il a appris de ses erreurs, donc il s'est mis dans la religion musulmane qui l'a beaucoup apaisé. Il venait de perdre de son meilleur ami à 20 ans et voilà, il a eu une approche une belle approche, pas seulement envers nous mais aussi sa mère, qui s'inquiétait énormément pour lui parce qu'elle ne savait pas dans quelle direction il allait, et à partir de ce moment-là, lui il s'est émancipé dans la façon il avait de grandir, de devenir un homme, et c'est là qu'il décide de faire, si c'était à refaire, avec des messages super portants pour la jeunesse, pas seulement, aussi pour les familles, avec des grands invités comme Salif Keita, voilà. Et c'était un album qui a pris du temps. Je me rappelle, il l'a enregistré en 9 mois, cet album. C'est un album au studio Ferber qui est à Porte de Bagnolet. C'est un album qui a pris énormément de temps parce qu'il y a des mélodies, il y a des musiciens, il est conceptualisé, il fallait prendre son temps. Et voilà, donc il raconte toutes ses péripéties à travers cet album, et c'est un album qu'il a fait des tournées avec OGB, et puis il est arrivé sur scène qui y ait des larmes qui partent parce que c'est un album émouvant, c'est quelque chose, on le sent même dans la façon où il rappe, il a la voix un peu émue à chaque titre, et voilà, donc c'est un très bon album, et il a fait appel à nous sur ce dernier titre, et je pense que c'est le seul titre où il y a toute la Mafia Cafri qui est réunie, voilà. Et donc justement, pour continuer sur la Mafia Cafri, 2003, l'autre moment fort, La cerise sur le ghetto. La cerise sur le ghetto. Ouais, c'est un album magique parce que tout démarre d'un pur hasard. On a fini l'album 113, puis il y a Carlito qui traîne au studio de Cut Killer, et on est là, on est à 5 dans le studio de Cut Killer, et puis Carlito il lance une instru, il commence à poser, moi je pose, il y avait Dry, il y avait Jesse Monet. Et on se rend compte qu'en posant, et on se rappelle les souvenirs de le premier album Mafia, et on se dit, putain, si on faisait un autre album. Et puis à partir de ça, on dit, par contre, il faut trouver le studio. Et puis moi, dans ma démarche, je dis, putain, j'ai repéré un studio dans le 15e, je vais aller voir le patron, et je vais lui demander si c'est possible. Et j'explique au patron, voilà, on est une quinzaine, on va venir, on loue le studio 1 mois, et fais-nous un prix, et on te paye, par contre, on te paye en liquide. Et nous, on s'est rassemblés, on a mis toutes nos économies, chacun. Et pendant cet album, et voilà, j'ai fait appel à Jacques qui a produit pour ceux. Et voilà, et lui il avait une griffe musicale qui était rue, et on lui avait jamais donné sa chance. Et je dis, profites-en, là, fais des bons sons, et puis et voilà, on va rentrer en studio dans 2 semaines, et on va construire un album qui s'appelle, c'est Rof qui a eu l'idée de l'appeler La cerise sur le ghetto. Alors évidemment, le morceau Pour ceux qui est une hymne jusqu'à maintenant, depuis 25 ans, avec 12 millions de vues sur YouTube, et c'est un morceau de ouf. Parce qu'il y a un clip de dingue aussi. Parce qu'il y a un clip de dingue, parce que c'est court-métragé, parce que c'est révolutionnaire. Voilà ce que je voulais te demander. C'est un clip de ouf pour ceux. Et comment ça s'est organisé en fait? C'est un clip, en fait, quand on finit ce titre, déjà le titre est... quand j'écoute ce titre chez Jacques qui produit l'instru, je lui dis, mais non, ramène-le au studio demain celui-là. Ramène-le, on va leur faire écouter, ils vont devenir fous. On vient de finir un titre qui s'appelle En bas des tours, où OGB avait eu l'idée. Et je dis à Jacques, fais-leur écouter l'instru, tu m'as fait écouter hier. Et quand ils écoutent ça, il y a Rof qui vient. Il écrit un truc en 2 minutes. Il dit, je pose. J'ai un truc, je pose. Et il pose ce refrain. Et il croyait que c'était le couplet. Moi, je lui dis, non, ça, on va le prendre pour le refrain. Pose un couplet. Et il écrit un truc qui faisait 50 km. Je dis mais non, mais laisse un petit peu pour les autres quand même. Et tout le monde vient et ils disent vas-y, on va s'enchaîner un par un avec 12 mesures. Et il y avait une compétition là-dessus, il fallait absolument être bon. Tu pouvais pas poser et pas être bon. Voilà, et à chaque fois ça posait, et chacun posait, ça tuait. C'est que des couplets de ouf. Que des couplets de ouf. Et puis qu'on a fini cet enregistrement, il n'était même pas mixé. Avec Mokobe, on a pris le CD
Et on avait déjà vu des images de courtrage, mais on savait pas où ils habitaient ces mecs-là. Et c'est Karim Thiam qui était le DA de Sony, nous a donné les coordonnées de Romain Gavras à l'époque qui était sur Courtrage Mais. Et on l'a appelé, on a dit voilà, on a une idée de clip, on a le son, mais on n'a aucune idée, on ne sait pas comment le faire. Et puis on a été le voir, ils habitaient à Montreuil dans leur petit bureau. Et on leur ramène le CD, ils sont devenus fous quand ils ont entendu le son. Et ils réfléchissent, ils nous ont même pas attendu. Ils réfléchissent et ils font j'ai une idée. Ce morceau, ça va être une journée dans un quartier, avec tout ce qui se passe dans un quartier. C'est-à-dire des motos, des chiens, des bagarres. Je dis ah ouais. Et on était jeudi, et je lui dis vous faites ça quand? Dans un mois? Non, on fait ça demain. Je dis quoi? Il dit ouais, avec ces 2 petites caméras. C'est les mêmes caméras avec lesquelles ils produisaient leur petite série. Et je dis vas-y, je vais prévenir les gars du quartier, vas-y, à demain. Et puis j'ai prévenu tout le monde. Ils ont commencé par Orly, après Choisy, après Vitry, après Joinville. Et c'est comme ça. Et puis une semaine après, ils ont monté le clip. Et nous, on était en studio à cette époque-là. On était en train de mixer ce même album. Et ce soir-là, ils viennent et ils nous font montrer le clip. On devient malade. Ouais. Et le lendemain, on prévient le directeur de Sony, parce qu'ils avaient produit ce disque. Et lui, il arrive, gros bonhomme, qui avait un peu la 50aine d'années, il arrive et tout. On se dit, putain, comment il va prendre le morceau? Il va devenir fou. Et puis il regarde attentivement. Nous, on était une vingtaine, tous autour, il y avait des potes et tout. Parce que c'est la première fois qu'ils voyaient on commence à le dire à tout le monde, on a fait un clip de ouf, c'est trop. Et lui, il regarde le clip, le boss de Sony. Après, il dit, vous pouvez le remettre une deuxième fois? Et là, on flippe, on dit, mais pourquoi il veut le revoir une deuxième fois? Il regarde, et se lève de son fauteuil et il nous serre tous la main. Vous avez fait quelque chose de magnifique. On signe dans la semaine. On n'avait pas encore signé, on mixait, il a dit on signe dans la semaine. Et quand il est parti, on a fait ouais, mets le clip, remets le clip, mets à fond. Et là on jetait les chaises, on se disait putain en concert. OGB disait en concert je vais prendre une télé, je vais l'acheter sans. On est devenus fous quoi. Voilà, c'était exceptionnel. Et puis après voilà, ce clip à l'époque il n'y avait pas internet, donc on a fait des copies VHS. On appelait des VHS à l'époque et on a distribué dans toutes les MJC de France déjà. On les a tous envoyés et nous on en avait pris 10 chacun et on distribuait aux potes et eux ils repiquaient, ils dupliquaient et c'est comme ça que le clip a été reconnu et à chaque fois on passait dans les concerts, ouais pour ceux, faites pour ceux. On dit putain mais comme ils connaissent ça eux, ouais on a vu le clip et vas-y on fait pour ceux et c'est comme un morceau commercial, un morceau de variette, on n'avait même pas besoin de chanter le morceau en fait. On mettait, les gens ils connaissaient les paroles, on dit putain mais c'est quoi ce morceau de ouf ouais. Alors ensuite un peu plus tard après toute cette folie toi tu arrives quand même à continuer à faire d'autres choses en dehors de la mafia et notamment j'ai été étonné, je savais pas du tout que tu avais travaillé avec Oxmo Puccino sur l'album Cactus de Sibérie. Ouais. Et tu parlais de Karim Thiam justement et je trouve que par rapport à ce travail-là il y a un témoignage dans le livre qui renvoie à ton boulot et c'est assez exceptionnel. Il dit Manu est l'un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du rap français. Il a réussi à driver plusieurs artistes de la mafia. C'est quelqu'un que je place au niveau d'un Tefa, d'un Corps. Il a bossé sur des projets d'une puissance artistique incroyable. Il a fait de très bons albums, même s'il n'a pas connu de succès commerciaux. Le fait qu'il n'a pas fait entrer un morceau sur Skyrock est un problème pour les gens, mais la maison de disques n'a peut-être pas bien travaillé de son côté. Tout le rap game de l'époque savait quelle était la place de Manu Kay. Il était aussi important que DJ Mehdi à mon avis. Ouais. C'est l'homme de l'ombre. Ouais. C'est ça. Ouais, Karim Thiam était quelqu'un d'important dans tout le fait de ma carrière. Et puis le jour, je connaissais Oxmo depuis le début. Il nous a vu grandir, il nous a vu commencer. Et le jour où je reçois un appel de son manager à l'époque, il dit voilà, on fait l'album de Cactus Sibérie, on vient de le recommencer une deuxième fois parce qu'on trouve pas d'axe pour pouvoir le continuer et on fait appel à toi pour la réalisation. Et c'était ce jour-là, je dis waouh, je dis ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand le studio il me dit on compte attaquer la semaine prochaine. Je sens qu'une simple présence peut gêner. Je ne suis pas venu traîner. Juste le temps de me présenter. L'entité à l'existence réfutée, enterrée puis ressuscitée. Trêve de plaisanterie. Je suis le cactus de Sibérie. Peu mon vu de près. La crème de la crème. Une espèce. Je dis vas-y, moi je viens découvrir d'abord et puis avec Abdoulaye alias Oxmo, on va voir comment on peut coordonner cet album, comment on peut l'amener le plus loin possible. Et à partir de là, je suis allé au studio de la Bastille à l'époque
Et puis j'ai écouté les titres, et il y avait 6 titres à réaliser. Et ils avaient un délai de lockout qui était d'1 mois pour tout finaliser. Et puis on a bossé dessus. Il y a une façon de travailler Oxmo qui était assez pointilleuse, avec son ordi, où il y a des textes qui étaient écrits. Voilà, c'était assez magique. C'était encore un bon moment, et travailler avec un artiste comme Oxmo est quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis de retour dans ce monde. Et Oxmo te rend l'appareil sur ta prochaine mixtape Prolifique, puisqu'il fait un featuring avec il y a Booba aussi qui ouais, sur K54, ouais, exactement. Ouais. Alors K54, tu nous expliques ce que c'est? K54, c'est un tournoi qui a débuté en 2002, qui est découverte du nom par Amadou Sidibé, qui est l'un de mes meilleurs amis. Au début, il vient chez moi à Orly, il me dit voilà, je vais faire un tournoi où il y aura plein de gens. Je dis mais comment ça, un tournoi? Il me dit ouais, je vais faire un tournoi où il y aura que tous les basketteurs en France. Je dis ah ouais. Il me dit tu veux faire ça comme dit cet été. Et la première fois qu'il le fait, c'est au quai 54 qui était à Levallois, de la même adresse avec le nom. Et il y avait une vingtaine de joueurs, amateurs et professionnels. Et j'ai ramené mon poste à l'époque. J'avais pris ma voiture pour ramener des tabourets, de la boisson. Et on était une 50aine en tout avec les spectateurs. Et la deuxième année, on n'a pas pu rester sur ce même quai parce que les gens criaient, c'était à Levallois. On est parti à Porte Dorée. Il y avait à peu près 300 personnes. Et la troisième année, c'est où il signe son premier contrat avec Nike. Et on commençait à avoir à peu près 1000 personnes, des débordements. Et puis après la quatrième année, ça y est, le tournoi commençait à être révolutionnaire, commençait à être connu. Là, c'est là où on fait un peu à la Rocker Park, qui était un tournoi mondial à l'époque, où ils invitaient les rappeurs à venir s'asseoir auprès du banc des basketteurs. Nous, on a fait un peu la même chose. À cette époque, il y avait Rof, Booba, et tout le monde était coordonné dans la même lignée. Et c'est là qu'on trouve ce tournoi, et aujourd'hui, qui est le tournoi streetball, le plus gros tournoi streetball au monde. Parce que le Rocker Park est fini depuis une dizaine d'années, où on retrouvait ce Rocker Park où il y avait les joueurs d'NBA qui venaient faire découvrir leur talent, où tout le monde regardait des immeubles de Brooklyn et tout. Ce tournoi n'existe plus parce que avec les problèmes qu'il y a eu un peu dans les rues de New York, avec les joueurs NBA qui sont partis en NBA, et puis les gens ils ont plus la même ferveur qu'à l'époque, tu vois. Et nous on a repris ce flambeau, et puis pendant maintenant depuis 15 ans ce tournoi existe, et malheureusement avec les problèmes du Covid, tout ça a dû ralentir. Voilà. Alors toi aussi t'enchaînes des ateliers d'écriture. Ouais. C'est marrant parce que le lancement avec MC Solar, puis écoute, c'est toi qui te retrouves dans cette position-là. Nous, ça nous intéresse bien de savoir comment tu menais ça, parce que on en pratique aussi ici. Comment ça se passait? On a fait un à Villejuif qui a duré un bon moment. Un an à Villejuif, c'était assez passionnant. J'en ai fait un à Rouen, à Reims. Ce qui est étonnant, c'est que tu découvres vraiment des talents de jeunes qui sont assez timides. Et puis quand il faut prendre la parole, on dit vas-y, sans musique, en a cappella. Et puis tu découvres un talent d'écriture qui est c'est assez sensationnel sur certains jeunes qui sont timides mais qui ont quand même le verbe. Et moi, ce qui se passe, je lance une thématique qui est toute simple. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de guerre, d'amour, de fidélité, de passion, de famille. Et puis par exemple de famille, et puis au tableau, on prend un tableau, on marque famille, et ils essaient d'amener plein d'éléments, tout ce qu'ils ressentent autour de la famille. Ça peut être les cousins, tout ça, et à partir de là, on commence à construire des phrases. Et moi, je leur laissais une demi-heure pour construire un début, et puis je les écoutais, et à partir de là, ils ont fait chacun leur travail. Maintenant, après, je leur disais, maintenant, vous allez vous mettre en groupe, essayez de continuer en groupe. Et puis après, à force, on voit que le texte avance, et puis on a trouvé une hiérarchie par rapport à ce qu'ils avaient amené. Ça vient surtout d'eux, en fait. Le texte doit devenir d'eux, et puis c'est ça, en lançant plein de billes, lançant plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui nous frappent, où ils sont focus dessus. Dans famille, il peut y avoir la galère, la misère, la prison. À partir de là, ils vont trouver des mots-clés, et surtout des phrases qui sont assez frappantes. Mais ce qui est fort, c'est qu'on trouve vraiment des talents
qui sont assez exceptionnels. Ensuite, à l'initiative de Kerry James, l'autre pépite de la Mafia Cafri, c'est Jusqu'à la mort. Ouais. Bon, je cite que 2 morceaux, mais on pourrait en dire Thug Life évidemment. Ouais. Donc là, c'est vraiment Kerry, Thug l'histoire, Life, ouais. l'histoire de la mafia. Et puis le morceau Guerre. Guerre, ouais. Alors celui-là, il a une histoire. Ouais. Parce que du coup, ça crée une rupture quand même avec le label. Vous le supportez. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Quoi. Ouais. L'intégrité, quand on parle de l'intégrité dans la présentation, Ouais. c'est pas de la blague, quoi. Vous assumez, quoi. Ouais, on assume. C'est l'histoire en même temps de la Mafia Cafri, de dire ce qu'on veut dans les textes. Et puis cette même maison de disques, un jour, écoute le texte de Guerre. Ils sont pas d'accord sur les propos qu'on balance. Et puis nous, on dit non, on va garder nos propos parce qu'il y a pire dans la musique. Et parce que Rimka disait, Bouna disait J.Ed, tout ça, ils voulaient pas entendre ça, quoi. Et puis nous, à partir de là, on est en bras de fer avec la maison de disques. On dit, si vous n'êtes pas content, nous, on va le sortir nous-mêmes, l'album. Donc on va casser le contrat avec vous. Et voilà, ça a duré à peu près 8 mois. Et puis on casse le contrat. Et puis on décide quand même de sortir, et non seulement de le sortir, mais de clipper le morceau. Voilà ce qui a fait encore notre authenticité, en fait. Voilà. Je suis de retour dans ce monde. Vas-y, Moumine. Bon là je parle. Rapproche-toi. Là je parle mais tu me connais pas. Ouais. Je suis... Non, vas-y. Hein. Là je suis dans la salle, on est beaucoup et franchement je comprends mais je connais personne. Enfin presque personne. Mais je voulais te demander, c'est quoi ta plus grande fierté dans l'histoire du rap? Bah, c'est d'avoir... Si tu veux, une plus grande fierté, c'est d'avoir commencé d'une page blanche, en fait, et de finir un jour, en 2013, monter sur la scène de Bercy avec Kerry. Et ça, c'est la plus grande fierté parce qu'on ressent, on revoit les images quand on part de zéro, tu vois, où on avait notre matériel qu'on portait dans des sacs de sport, à aller dans des petits studios, essayer de mixer notre musique avec 20 francs qu'on avait dans les poches. Et tout ce parcours, pendant une quinzaine d'années, on se retrouve un jour... où on voit sur cette affiche Kerry James à Bercy. Et puis nous, on est amené à monter, faire des morceaux. Et puis on se dit, dis donc. Parce que si tu veux, notre premier concert, l'un de nos tout premiers concerts a été en Suisse. En Suisse allemande, qui était à Neuchâtel. Où on va en Suisse allemande et où on joue devant 2 personnes. On va dans un concert, on répète avant. On se dit, putain, il va y avoir du monde. C'est nous, on commence à faire des disques. On arrive, il y a 2 personnes dans la salle. Alors là, on dit qu'on a raté le coche. Ouais. On arrive, mais on joue quand même ce spectacle parce qu'ils ont payé. Et on demande à l'organisateur, mais il s'est passé quoi? T'as fait quoi avec les affiches? Tu les as mangées? Il dit non, le problème, c'est qu'au dernier moment, il y a eu un groupe américain qui s'appelait Das FX qui joue à 30 km d'ici. Et tout le monde est réuni dans cette salle. Ils sont partis là-bas. Ouais, ils sont partis là-bas et finalement, on se retrouve avec des affiches qu'on avait fabriquées nous-mêmes. Et puis, ce qui était exceptionnel, c'est que 2 ans après, quand le disque Original MC sort, Original MC sur une mission, on est appelé dans cette même ville, mais plus par cet organisateur. On refait un concert à Neuchâtel qui deviendra un concert mythique pour nous parce qu'on joue dans une salle de 1000 personnes qui était pleine à craquer. On joue ce concert pendant 2 heures, il y avait pratiquement tout le monde, le concert était mortel. Et tellement que c'était un kiff, on a continué, nous, les freestyles sur les parvis des chambres d'hôtel. On a tellement kiffé que nous, on lâchait des freestyles. Et voilà, ce soir-là, on a dit, ça change quand même de ce qu'il y a 2 ans, entre 2 personnes et 1000 personnes, quoi. Voilà, pour te dire que voilà d'où on vient, quoi. On sait d'où on vient, et puis voilà, c'est ça notre plus grande fierté. Iman, gratte-ciel, le ciel a rencontré la mer pour donner les étoiles. J'ai rencontré ta mère pour peindre ma plus belle toile. Tic-tac dans ton ventre, bombe comme un compte à rebours. Baby boom, t'es venu au monde comme une explosion d'amour. Au nom du père, des enfants et de la mère. Faites que l'amour brise la haine. C'est ma prière, du lever au coucher du soleil. Quand ton berceau s'agite, je suis ton premier supporter. T'es la plus belle des petites sirènes malgré mes colères. Quand t'as froid, je te réchauffe comme un polaire. Mes yeux, c'est tes yeux, ta bouche, c'est la mienne. Un jour, tu porteras des talons pour t'élever comme un gratte-ciel. La prunelle de mes yeux. Tu es mon cœur, ma vie, pour moi, mon avenir. Tu es le fruit d'une vie à 2. Tu es mon cœur.
Tiens-moi la main, n'oublie pas ta peluche. Papa mettra la salopette marrante comme le nez de Coluche. Finis tes céréales, maman va te faire tes nattes. On va aux Antilles ou en Andalousie. Je sais pas, un pays qui se finit en I, où rien n'est plus beau que quand tu souris. T'es ce bout de paradis qui me fait oublier à quel point ce monde est pourri. En fait, c'est toi qui m'as donné la vie. C'est fini. Ta peau est douce comme un dragé. L'enfant est une île déserte sur laquelle on veut tous être naufragés. Changer, ranger, partager, encore plus maturé. Hey, on se projette dans le futur. On s'accroche à nos projets pour nos progénitures. Mes yeux c'est tes yeux, ta bouche c'est la mienne. Un jour tu porteras des talons pour t'élever comme un gratte-ciel. La prunelle de mes yeux. Tu es mon cœur, ma vie, pour moi, mon avenir. Tu es tu es mon cœur, ma vie, pour moi, mon avenir. Dîner aux chandelles, jouer à Noël. Quand tombe la SACEM, bobo à l'école, mais faut pas que ça saigne. On mangera des galettes pour toi, ma reine. Iman qu'elle s'appelle. À tous les couples qui séparent, faut tenir le coup. Pour Titouche, je suis son papounet, son kirikou. J'aime trop quand elle dort, j'aime trop quand elle joue, j'aime trop quand elle danse. Normal, c'est ma petite et je l'aime. Gratte-ciel. Oh ma baby, tu es